Chers téléspectateurs, bonsoir. L'émission Décryptage reçoit pour vous le président du Parti Debout pour le Congo. Il est en même temps enseignant-chercheur à l'université Marangwabi, Vivien Manango. Vivien Manango, bonsoir. Bonsoir, madame. En tant qu'acteur politique, quel est votre regard par rapport à la situation qui prévaut dans le département du Pôle? Madame, écoutez, en tant que Congolais, je m'exprime en tant que Congolais, évidemment, comme tous les Congolais, je regrette infiniment ce qui se passe dans cette partie de notre pays. Et je regrette une deuxième chose, c'est l'absence de communication officielle du gouvernement. On a eu un rapport du Conseil des ministres hier, il me semble, aucun mot sur ce qui se passe. Monsieur Ntoumi aussi n'a pas fait de déclaration officielle, ce qui donne lieu à beaucoup de rumeurs, beaucoup de supputations dans l'opinion. Mais je voudrais rappeler quelques évidences. La première évidence, c'est que le Pôle, c'est une partie du Congo. Le Pôle, c'est le Congo. Et les problèmes qui sont au Pôle ne concernent pas les ressortissants du Pôle, mais concernent des Congolais. C'est donc un problème qui doit se régler au niveau des Congolais, de l'ensemble des Congolais. C'est de cette façon qu'on fait nation. Lorsque une partie de notre pays est en proie des difficultés, ça concerne tous les Congolais sur les 342 000 km² de notre pays. Ensuite, deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est que on ne peut pas aujourd'hui dire que il revient à l'État, de garantir la sécurité des biens et des personnes. Il faut donc que l'État mette tout en œuvre pour que les personnes civiles, les populations civiles qui n'ont rien demandé, soient protégées, eux et leurs biens. Troisième évidence, c'est la question des indemnisations des victimes de guerre dans le Pôle. On a indemnisé à juste titre et heureusement nos compatriotes victimes de mars 2012. Du 4 mars. Du 4 mars 2012. Oui. À juste titre et heureusement qu'ils avaient été indemnisés. Je crois qu'on devrait penser à une procédure similaire pour les victimes civiles du Pôle qui n'ont rien demandé et qui depuis plusieurs années se retrouvent dans la même situation. Enfin, dernier élément, je voudrais dire simplement pour finir qu'il faut, et je propose, je soumets au débat, qu'on organise une conférence sur le Pôle, mais qui ne sera pas organisée par des ressortissants du Pôle, comme on dit, mais organisée par l'État, pour qu'on regarde pourquoi, à intervalle de 2-3 ans, à chaque fois, il y a des âmes qui crépitent dans cette région, qui fait en sorte que quelquefois les enfants n'aillent plus à l'école, que les mamans n'aillent plus au champ, que les gens ne vaquent plus librement à leur occupation. Pourquoi le Pôle doit être une zone de non-droit de façon perpétuelle? Il faut que les Congolais se retrouvent tous ensemble dans une conférence du Pôle pour traiter le problème du Pôle. Encore une fois, ce problème ne concerne pas uniquement ou essentiellement les ressortissants du Pôle. Ce problème concerne le Congo parce que c'est une partie du Congo qui est en proie des difficultés. Justement, il y a la semaine passée, une commission paritaire est réunie sous l'égide du ministre de l'Intérieur pour tabler. Et la commission avait préconisé des mesures, notamment le retour des déplacés dans les entités qui ont été secouées. Alors le président de l'Assemblée aussi en a fait autant, a emboîté le pas en réunissant les parlementaires qui ont condamné l'instabilité, les auteurs justement de l'instabilité dans le Pôle. Alors, quel est votre commentaire par rapport à toutes ces initiatives concourant au retour de la paix, à la situation normale dans ce département? Ça concourt à rien du tout, madame, c'est théâtral. Pourquoi vous dites-vous ça? Je vous dis parce que ça fait des années qu'on assiste à la même chose. Première chose, concernant le rappel du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, c'est une bonne chose qui rappelle les accords. Mais les accords, c'est bien de les rappeler, il faut surtout les respecter. Et nous, ce que nous demandons, c'est que chaque parti respecte les accords qu'ils ont signés. Parce que le respect de ces accords conduit au respect des populations civiles qui n'ont rien demandé. Il ne faut pas simplement les rappeler, il faut surtout les respecter, ces accords. Ensuite, concernant la réunion organisée par le président de l'Assemblée nationale, moi, ce que je dis, c'est que l'Assemblée nationale doit se réunir, non pas pour évoquer, non pas parce que des ressortissants du département du Pôle, mais parce que l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale du Congo. Cette question, encore une fois, ne concerne pas les ressortissants du Pôle, ça concerne le Congo. Le mandat du député n'est pas impératif, il n'y a pas de mandat impératif. Le député est un député national. Il est élu pour être le député de l'Assemblée nationale. Et donc, il n'y a pas de raison de considérer que le député de Mouyondi ou que le député d'Oyo n'est pas concerné par ce qui se passe dans le Pôle. Il faut qu'on arrête cette affaire de se retrouver entre députés de quelques localités du Pôle et de dire que nous allons régler. Ils ne vont rien régler du tout. Ça se passe comme ça depuis des années. Cette affaire doit être réglée par l'ensemble des Congolais. En faisant justement... Et par cette conférence du Pôle, il me semble, qui mettra à plat tout sur une table
avec l'État comme organisateur, pas quelques ressortissants du pool qui vont s'asseoir. Non, non, c'est l'État qui doit organiser cette conférence du pool et où nous mettrons tout sur la table pour voir pourquoi ce département, depuis des années, madame, depuis des années, est en prise à ces difficultés. C'est ce que vous envisagez une fois élu, puisque vous êtes candidat déclaré à l'élection présidentielle de mars. Oui, nous envisagerons l'organisation de la conférence de l'État sur le pool. Cette conférence va tirer les leçons de ce qui s'est passé depuis toujours et de voir comment ce département va rattraper le retard qu'il a accumulé depuis des années. Et surtout, comment faire rentrer le département du Pool dans une paix définitive et pour que les enfants retrouvent les chemins de l'école, pour que les mamans retrouvent les champs, pour que les gens vivent tranquillement et qu'il y ait une économie qui se développe dans ce département. C'est une affaire des Congolais. Nous réunirons une conférence pour le Pool, mais avec l'ensemble des Congolais. Comment définissez-vous précisément dans le spectre politique entre l'opposition frontale et la proposition institutionnelle? Vivien Manangou. Nous sommes des mécontents. Nous sommes des mécontents. Par rapport à quoi? Nous sommes des mécontents par rapport à la gouvernance. Par rapport à la gouvernance. Et je pense aujourd'hui que 80% des Congolais sont mécontents. Il suffit de regarder le sondage afro-barométrique de 2024 pour se rendre compte que sur l'énergie, l'éducation, la sécurité, les Congolais sont mécontents. Nous sommes mécontents. Pourquoi nous ne nous positionnons pas dans ce que vous dites? Parce que vous me dites concrètement. Mais parce que, madame, pour qu'il y ait une opposition concrète, elle doit être idéologique. Vous avez une vision idéologique qui diffère de l'autre. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Sinon, des partis qui ont des visions idéologiques différentes ne seraient pas au gouvernement. Comment expliquez-vous que le PRL, qui est un parti libéral, se retrouve dans un gouvernement des socialistes, des communistes, comme celui du PCT? Ça veut dire que les questions idéologiques dans notre pays ne comptent pas véritablement. Nous, ce que nous disons, c'est que nous voulons que l'enjeu principal de l'opposition entre la majorité et les mécontents, soit le bien-être des Congolais. Nous voulons mettre le bien-être des Congolais au cœur de l'action politique. L'idée, c'est de dire que vous soyez de la majorité, que vous soyez de l'opposition, que vous vous considérez comme tel, que vous ne fassiez pas de la politique. Si vous avez l'impression que la gouvernance ne tient pas dans notre pays, eh ben, vous êtes avec nous, vous êtes un mécontent, construisons ensemble un nouveau Congo. Alors, vous êtes un parti politique, Debout pour le Congo, un parti politique de l'opposition. Je viens de vous dire, madame, que nous sommes des mécontents. Des mécontents. Mécontents seulement. Pas seulement. Pas seulement, madame. Nous sommes mécontents de la gouvernance. De la gouvernance. De la façon dont le pays est gouverné et des résultats que nous avons. Et ce mécontentement, dans quasi l'ensemble des domaines, madame. Vous serez bien emmerdé si je vous demande. Vous épinglez quelques-uns de ces domaines. Bien sûr, où, voilà, bien sûr. La gouvernance. Oui, madame. Prenons la gouvernance économique. Problème. Je pense qu'on va y revenir. Mais 8 400 milliards de dettes. 8 400 milliards de dettes qu'on essaye en profilant de refiler aux générations futures. Qui va les payer? Ceux à qui on avait promis 14 000 milliards qu'on a fini par dilapider. Alors, l'université Maringobi, l'université fermée. Vous êtes aussi enseignant. Bien sûr, voilà, fermée depuis 2 mois. Des enfants à la maison. Voilà. Depuis 2 mois. La santé. À la santé. Les gens sont refoulés à l'hôpital parce qu'il manque d'argent. L'école. L'école. Nous avons 92 districts. Donc, combien de districts il y a des lycées? Mais quand même, la volonté manifeste du gouvernement de construire les infrastructures scolaires. Madame, nous sommes en 2026. Il y a des zones au Congo où il n'y a pas de collège, il n'y a pas d'école primaire. Donc, la question de la volonté du gouvernement, c'est très bien. Mais on ne juge pas un gouvernement par rapport à sa volonté. On juge un gouvernement par rapport à ses actes, par rapport aux actes qu'il pose. Et je suis au désarroi de vous dire que les actes sont en deçà des attentes des Congolais. Selon vous. Alors, c'est pas selon moi. Dans un contexte là où l'opposition est divisée, quelle stratégie envisagez-vous de mettre en place pour fédérer l'opposition? Madame, nous sommes des mécontents. Nous ne sommes pas en train de vouloir rassembler ou fédérer les oppositions. C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons rassembler les mécontents. C'est-à-dire tous ces Congolais-là qui ne sont pas d'accord, qui trouvent que la politique ne répond pas de façon concrète à leurs problèmes. Ce que nous essayons de faire, vous me dites, comment allez-vous fédérer l'opposition, madame? Je vous réponds, je veux fédérer les 6 millions de Congolais autour d'un contrat pour un nouveau Congo. Le contrat pour un nouveau Congo se base sur quoi, monsieur Vivien Manangou? Il se base d'abord sur le quinquennat transitoire, c'est-à-dire sur un quinquennat sur 5 ans, où nous allons remettre à plat le système institutionnel, parce qu'il a démontré ses limites aujourd'hui. Et ensuite, il se base sur l'assainissement des finances publiques.
Vous ne pouvez rien construire, madame, lorsque vous avez 8 500 milliards de dettes, 8 400 milliards de dettes. Oui, parlons justement du quinquennat transitoire. Vous avez préconisé, et justement, c'est en déphasage avec votre candidature, parce qu'il y a un président là qui va aussi assurément présenter sa candidature, demander encore l'approbation du souverain primaire dans quelques mois. Alors, vous envisagez, depuis longtemps, c'est votre idéologie, c'est votre vision. Est-ce que ça cadre aujourd'hui avec la réalité actuelle? Si, parce que le quinquennat transitoire prévoit justement que le président est élu par le peuple. Donc, c'est un président qui est élu par le peuple et qui sera chargé de porter le quinquennat transitoire. L'élection présidentielle est conciliable avec le quinquennat transitoire. Vous savez, madame, on a connu beaucoup de transitions au Congo, les présidents n'étaient pas élus. Ils étaient presque imposés. Et ce que nous faisons, le changement, c'est que cette fois-ci, on veut donner la parole au peuple pour que le peuple lui-même choisisse un président qui arbitre, qui dirigera le quinquennat transitoire. Madame, le quinquennat transitoire, c'est une méthode que j'ai proposée au pays. Je suis candidat pour l'appliquer. Si ce n'est pas moi qui l'applique, si quelqu'un d'autre est élu et qu'il accepte de l'appliquer, il l'appliquera. C'est pour le bien du pays, madame. Quand on aime son pays, on ne propose pas les choses pour soi, on propose les choses pour le bien-être de son pays. Alors, Vivien Malango, candidat déclaré à l'élection présidentielle de mars 2026, avez-vous l'ancrage? Comment vous allez mettre des stratégies en place? Parce qu'on vous connaît, hein, il y a certains, moi je vous ai vu dans un quartier à Pointe-Noire là-bas, en train d'expliquer votre vision politique. C'est peut-être parce que vous êtes né dans ce quartier-là, à Tiétié et à Pointe-Noire. Et ça ne sera pas le cas dans d'autres quartiers de Brazzaville, là, par exemple. Si, ce sera le cas dans tout le Congo, madame, parce que dans tout le Congo, il y a des mécontents. Dans tout le Congo, il y a des mécontents. Et je vais vous dire, madame, j'ai été en Caillé la semaine dernière, j'ai été aussi accueilli comme un roi. J'étais à Dolisie, j'ai été très bien accueilli. Comme un roi. Comme un roi. J'irai à Ouandé demain. J'ai des gens qui me demandent de partir, qui m'attendent à Gamboma. Non, madame, je peux vous dire que dans tout le Congo, les mécontents sont prêts au changement et attendent justement qu'on leur propose, qu'on leur fasse une offre politique et économique susceptible de transformer le pays, madame. Je vous parle d'un pays à quelques mois de faisance. Bien ça sûr, ne madame. tient pas. Il fallait avoir le temps non, madame, pour convaincre les Congolais pour faire adhérer sa vision. Non, madame, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, madame. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il existe une campagne présidentielle. C'est pour présenter son programme politique, la campagne présidentielle. Madame, l'offre politique, vous avez dit vous-même que le quinquennat transitoire, ça fait déjà longtemps que vous avez commencé à le présenter. Donc, c'est pas aujourd'hui. Non, madame, ça fait des années, madame. Vous savez, je vais vous dire, madame, si vous prenez les 10 dernières années, vous aurez du mal à trouver un homme politique qui a autant fait des propositions que moi. En 2019, j'étais peut-être le seul à avoir publié une tribune dans les dépêches en disant il ne faut pas signer avec le FMI. Et j'avais proposé à la place d'organiser une conférence nationale sur les finances publiques. En 2021, je vous cite comme ça pêle-mêle, en 2020, Covid, j'ai lancé une pétition contre la violation des droits fondamentaux et l'encadrement des pouvoirs de police administrative. En 2021, j'ai interpellé, en 2020, même année, j'ai interpellé le Premier ministre Mwamba parce qu'il y avait des licenciements abusifs dans le secteur économique à Pont-Noir et j'ai proposé l'instauration d'une autorisation administrative préalable pour les licenciements. J'ai proposé, les gens ont semblé oublier, j'étais le premier à proposer en 2024, c'était sur Vox TV d'ailleurs, la militarisation de la lutte contre les Koulouna. J'étais le premier à le proposer, c'était sur Vox TV. J'ai proposé la sanctuarisation de la bourse. Je suis peut-être le seul politique au Congo qui a proposé un contre-budget au budget de l'État. Je l'ai fait moi en 2024. Récemment, je suis monté au créneau pour m'opposer à la réforme fiscale de l'IRPP. Et d'ailleurs, le gouvernement a entendu l'appel des mécontents, madame. Donc, quand on est un homme politique comme moi, qui ne suis pas de la majorité, je dois faire deux choses. Je dois m'opposer et je dois proposer. Je pense avoir rempli ces deux cases-là. Alors, dans un contexte socio-politique et économique fragile, avez-vous les moyens? Il faut plus de 20 millions. Mais madame, vous faites comme si une campagne présidentielle est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire personnelle. Non, madame, pas du tout. Vous avez dressé le tableau selon vous. Bien sûr. Les Congolais sont dans la pauvreté. Bien sûr. Alors, comment y auront-ils des moyens pour apporter leur contribution mais madame, financière? mais parce que si vous êtes 100 à donner 100 francs, c'est beaucoup plus facile que si vous êtes 1 à donner 100 000. C'est aussi simple que ça, madame. Au moment où je vous parle, j'ai lancé des cagnottes. Au moment où je vous parle, en 2 jours, nous avons quasiment 3 millions, peut-être 2 qui sont rentrés et 1 en promesse. Par quel moyen vous avez lancé par les voie de presse, les canaux de presse, ils existent, il suffit de, vous verrez. On a une cagnotte pour la diaspora, on a une cagnotte au Congo, ça existe, ça circule. Il y a des gens qui donnent ce qu'ils peuvent donner. Mais vous savez, au-delà de ça, madame, moi j'étais candidat en 2022 aux législatives.
j'ai pris un crédit de 20 et quelques millions dans une banque de la place. Vous êtes journaliste, investiguez, vous verrez. Je suis travailleur à l'université Marangwabi et par ailleurs, j'ai un cabinet de conseil juridique et fiscal. Madame, je ne suis pas... Et vous allez faire aussi autant pour l'élection présidentielle, mais pour la campagne. Mais ça fait partie de nos stratégies, sans doute. Il y a une partie de l'argent qui viendront de ma part personnelle. Une partie viendra des mécontents. Vous savez, madame, j'ai des gens, des centaines de gens qui travaillent avec moi depuis des années et qui savent que nous finançons de façon participative nos activités politiques. J'ai vu les gens au congrès du PCT financer pour le président Sassou. On aurait pu dire que c'est le président de la République, il a déjà l'argent. Donald Trump est milliardaire. Vous n'avez pas vu les Américains donner $1 pour sa campagne. Les gens qui veulent du changement contribuent au financement. C'est ce que vous envisagez de faire aussi. C'est pas ce que j'envisage de faire, c'est ce que nous faisons. Ça a été lancé. Et les gens sont déjà... La cagnotte pour la diaspora existe, ça fait déjà plus d'une semaine, presque 10 jours. Celle du Congo national existe depuis 2 jours. Et je peux vous dire, avant que je vienne sur votre plateau, il y a un mécontent qui m'a envoyé 1 million. Avant que je vienne sur votre plateau, par Mobile Money. Vous voyez, madame, donc, pour vous dire que, je vous dis, les mécontents, ça dépasse les clivages. Il y a des gens qui sont en responsabilité, mais qui considèrent que les choses vont mal, le pays doit changer, doit bouger. Et tous ces gens-là sont les bienvenus pour refonder et pour faire adhérer les Congolais au nouveau contrat pour le Congo. Avez-vous la conviction qu'après la proclamation, vous serez élu? Oui, madame. Je serai élu parce que je pense être en phase avec le Congo. Vous voyez, madame, je veux vous dire, si vous regardez... En phase avec le Congo, selon vous, vous pouvez détailler, être plus explicite quand vous dites en phase avec le Congo. Je suis en phase avec... Selon votre entendement, bien sûr, madame, je suis en phase avec le pays parce que j'ai un projet qui va sortir, ce qu'on appelle le nouveau contrat, hein, le contrat pour un nouveau Congo, qui va sortir le pays de l'ornière. Vous savez, madame, il nous faut assainir nos finances publiques. Et nous avons un plan pour cela. Notre plan, il tient en 3 étapes. Sur le plan institutionnel, vous décliner, c'est ce que je vais faire. Sur le plan institutionnel, sur le plan financier et sur le plan économique. Sur le plan institutionnel, qu'est-ce que vous envisagez? Oui, madame, je vais y arriver. Mais je vais d'abord vous dire que aujourd'hui, la politique économique du gouvernement c'est une politique de l'offre, c'est-à-dire de soutien aux entreprises. Malheureusement, c'est une politique qui ne soutient que les grandes entreprises et qui ne soutient pas les petites. C'est pour ça que ça ne marche pas. Nous allons adopter une politique mixte, c'est-à-dire qui soutient à la fois la politique, qui est à la fois une politique de l'offre et une politique de la demande. Il faut que la politique économique marche sur ces 2 jambes. Sinon, ça ne tiendra pas. Sinon, ça sera bancal. Et donc, sur le plan institutionnel, nous allons faire une première chose. Nous allons créer un grand ministère des finances, de l'économie, de l'industrie et du commerce. Ce grand ministère a été préconisé par un grand financier qu'on appelle Dastangèse et qui avait permis à l'Argentine dans les années 20 de régler sa crise. C'est-à-dire, on aura une seule personne qui sera un vice-premier ministre qui sera chargé à la fois de l'équilibre budgétaire, d'accord, du développement économique et de la souveraineté alimentaire. Donc, c'est ce monsieur-là qui va gérer, qui aura une vision globale sur tout le portefeuille financier et économique du pays. Sur le plan financier, première chose, nous allons rembourser intégralement notre dette au centime près. 8000, il me semble 400 et quelques milliards. 8400 et quelques milliards. 8400 et quelques milliards. Nous allons en rembourser au centime près. Nous disons à nos partenaires financiers que nous ne sommes pas des aventuriers. Le Congo, c'est le Congo qui a emprunté. Le gouvernement, c'est le gouvernement du Congo. Ils ont emprunté. Quoi de plus normal, l'État, c'est la continuité. Hein. Bien, exactement. Oui. Nous allons rembourser toutes ces dettes parce que c'est la dette du Congo. Nous n'allons pas dire, ah, non, c'est la dette du Congo. Nous allons rembourser au centime près. Première chose. Deuxième chose, madame. Le gouvernement a présenté son budget 2025. Il me semble, 2550 milliards. 2550 milliards. Ce budget, il est prévisionnel, évidemment. Nous partons sur ce budget pour établir notre plan. Puisque nous allons être élus en mars, le budget a déjà été adopté. Donc, ce que nous ferons, c'est que nous ferons adopter une loi de finances rectificative pour ajouter notre stratégie à nous, à celle que le gouvernement actuel aura déjà adoptée. 2550 milliards, budget. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons, première chose, madame, nous allons minimiser les recettes pétrolières, parce que le pétrole aujourd'hui n'est plus une valeur sûre, pour nous apaisantir sur les recettes non pétrolières, c'est-à-dire les recettes fiscales. Et sur ce point, madame, nous avons un instrument, c'est la TVA. La TVA dans notre pays, sans l'augmenter, il faut simplement bien recouvrir la TVA. Il faut recouvrir la TVA. Nous n'arrivons pas à le faire. Jusqu'à aujourd'hui, la TVA dans l'autre finance 2025, c'est à peu près 232 milliards prévus. La Cour de compte nous dit, madame, qu'on peut aller jusqu'à 1000 milliards de TVA. 1000 milliards, madame.
Et nous avons 2 instruments pour arriver à 1200 milliards de TVA. En mobilisation De la TVA. Nous avons 2 instruments. Premier instrument, les caisses enregistreuses dans le secteur informel et dans le secteur formel. Caisses enregistreuses, nous allons commander les caisses enregistreuses en Italie. C'est comme ça que l'Italie a réglé son problème de fraude à la TVA dans les années 80. Deuxième piste, c'est prévu dans la loi de finances 2022, madame. L'instrument existe, c'est la facturation électronique. Il faut que l'État mette en œuvre la facturation électronique. Vous savez, madame, lorsque vous achetez quelque chose dans une boutique, s'il y a une facture électronique, le fisc sait combien de TVA vous lui devez. Nous allons faire une autre chose, madame. Nous allons transformer la logique. Ce n'est plus celui qui collecte la TVA qui va verser la TVA. Ça sera désormais à l'État de récupérer. Et ça se fera, madame, de façon hebdomadaire, plus trimestrielle, pour éviter des collecteurs qui usent de la TVA. Avec tous ces instruments, nous allons avoir 1000 milliards de recettes supplémentaires de TVA l'année. Ce n'est pas farfelu ce que je vous dis, madame. C'est la Cour des comptes qui le dit. Et ça fait partie de la gouvernance que vous préconisez mettre en place avec notre loi de finances rectificative. Donc, plus de 1200 milliards TVA, recouvrement. Ensuite, madame, nous avons une autre piste. Les dépenses fiscales. Ce sont les exonérations douanières, madame. En douane, nous avons 632 milliards d'exonérations, madame. À qui on donne ça? Pourquoi? La Cour des comptes dit, il y en a trop. Une fois à la magistrature suprême, qu'allez-vous faire? Donc, vous allez supprimer toutes ces exonérations douanières. Non, madame, douanières. c'est ce que j'arrive. Non, on ne va pas exonérer ces exonérations. On va supprimer toutes les exonérations exceptionnelles. C'est la Cour des comptes qui demande, madame. C'est pas madame Ngou, c'est la Cour des comptes. On va exonérer on va supprimer toutes les exonérations exceptionnelles. Notre objectif, c'est d'arriver Vous allez mettre en application ce que préconise la Cour des comptes. C'est une institution congolaise, madame. C'est pas la Cour des comptes de la France ou du Gabon. C'est notre Cour des comptes. C'est notre Cour des comptes. Nous allons en fait prendre la moitié. C'est-à-dire, sur les 632 milliards d'exonération, nous allons récupérer 300 milliards. Nous sommes déjà, madame, à 1500 milliards. 1500 milliards. Ensuite, madame, nous allons, au niveau des dépenses, madame, nous allons réduire un certain nombre de budgets de certains services, madame. Le ministère de la Sécurité et le ministère des Armées. Nous pensons qu'il faut redéployer ces budgets-là. Ils ont des gros budgets, mais qui, à mon sens, ne servent pas totalement l'intérêt général. On va les redéployer. On va couper. Ça, c'est ce que vous estimez. Hein? Je vais vous dire, madame, je vais vous dire. La sécurité, c'est le socle même pour un État, pour le fonctionnement de l'État. Savez-vous qu'au Japon, ils n'ont pas d'armée? Savez-vous que la Suisse n'a quasiment pas d'armée? Ah, mais ça, c'est... Chaque pays a sa facture. Il y a une stratégie. Mais justement, madame, permettez-moi de proposer aux Congolais. Ah, d'accord, ok. Permettez-moi de proposer aux Congolais une stratégie de sécurisation de notre pays. Je ne dis pas qu'on n'aura plus d'armée. Je ne suis pas un fou, madame. Je ne suis pas un fou. Vous avez rappelé que j'étais universitaire. Donc, je sais quand même dire un peu. Je ne dis pas ça. Mais je dis, les moyens aujourd'hui ne sont pas utilisés comme il le faut. Si vous regardez nos soldats, ils sont mal payés, mal vêtus, mal entretenus. Ce sont des gens qui vont à la retraite sans construire ne serait-ce qu'une case. C'est ça la réalité, madame. Et pourquoi ça nous coûte autant d'argent si les soldats ne sont pas bien entretenus? Nous allons revoir tout ça, madame. Les soldats seront bien payés, bien entretenus, mais nous allons, madame, redéployer les moyens. À vous entendre parler, il y a ceux qui ont été déclinés des bons projets à l'endroit de leur population. Mais une fois arrivés au sommet, ils ont eu du mal. Hein. La réalité de la gestion madame, je suis en train de publique au sommet va les rattraper. Oui, ça sera aussi le cas pour Vivian Manango. Non, madame, j'espère pour vous et pour les Congolais que vous n'êtes pas en train d'espérer que si j'arrive au pouvoir, que je vais échouer. Non, je n'espère pas, parce qu'il y a une réalité. Mais on a pris en compte cette on a une autre perception des choses quand on est dans l'opposition. Mais une fois arrivé au sommet, la réalité de la gestion de la chose publique va vous rattraper. Ceci, il faut le dire aux gens qui n'ont pas étudié la chose. Ah bon. J'enseigne les finances publiques. Oui. Donc, je sais de quoi je parle. Je vous ai dit, madame, que je ne veux pas augmenter la TVA. Vous savez pourquoi? Il y a un fossé entre enseigner et la pratique. Hein? Madame, la gestion de l'État, il y a beaucoup de contraintes. Mais les contraintes, on les connaît, madame. On connaît les contraintes. Mais bien sûr, madame, évidemment. Vous connaissez les contraintes? Évidemment, madame. Du point de vue théorique, du point de vue pratique, on gère le pays, il y a beaucoup de contraintes. Non, madame. Qu'il faut faire aussi avec. Madame. Oui, monsieur Vivian. Quand on vous dit que les bourses des étudiants étaient prévues, c'est 6 milliards. Et que pendant des années, les gens prenaient 9 milliards. Madame, c'est 3 milliards qu'on perdait. C'est parce qu'il n'y avait pas de gestion rigoureuse.
Mais le président a dénoncé et puis on a vu la suite d'aujourd'hui. Madame, le travail du président, c'est pas de dénoncer, madame. Je suis désolé. Hein. Le président, son travail, ça, c'est notre travail à nous. Le président, il est élu. En tant qu'opposant de dénoncer. Bien sûr. Le président, il est élu pour agir. Lorsqu'il a dénoncé, il a viré qui? Qui a été sanctionné? Mais il a pris des mesures. Quelle mesure? Qui a été sanctionné? Mais c'est pas à moi de vous le dire. Si, c'est à vous êtes journaliste. Ah bon? C'est à vous d'investiguer, de savoir. Le président ne dénonce pas, madame. Si le président sait que quelque part, il y a eu de malversation, il sanctionne. Comme il a pu sanctionner dans la magistrature, on l'a vu. Vous voyez ce que je veux dire, madame? Le président, en tant que président du conseil de la magistrature, il a déjà sanctionné des magistrats. On l'a vu. Il a dénoncé le fait que la bourse était volée. Quelle tête est tombée? Qui était là en prison? C'est l'argent public qui était dilapidé. Non, madame, le président ne dénonce pas, il agit. Alors, madame, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la mobilisation, des recettes. Des recettes la première chose, oui, madame, la première chose qui mine notre pays, c'est la corruption. C'est la corruption, c'est un fléau. Et ça, la corruption n'est pas seulement propre au Congo. Madame, dans les pays là où il y a la gestion efficiente des recettes. Madame, je m'en fous. Qui vont dans la corruption. Les réseaux. Madame, je m'en fous de la corruption aux États-Unis ou au Nigeria. Vous, c'est le Congo. La corruption, je ne suis pas candidat pour être président du Venezuela. Vous êtes passionné pour le Congo. Évidemment, madame. Je ne suis pas candidat pour être président du Venezuela pour remplacer M. Maduro. Je veux remplacer le président Sassou. Donc, c'est la corruption au Congo qui m'intéresse. C'est parce que vous n'êtes pas un Vénézuélien, vous êtes un Congolais. C'est pour ça que c'est la corruption au Congo qui m'intéresse. Parce que c'est à ça que je dois répondre. Parce que les Congolais m'attendent là-dessus. Madame, on a 50% de pauvreté dans ce pays. Vous pensez qu'on a le droit de voler l'argent des Congolais? Savez-vous, madame, qu'il y a plus de 200 000 personnes qui arrivent à l'âge de 62 ans, 63 ans sans avoir de retraite? De quoi vivront-ils? Vous croyez qu'on a le temps d'attendre? Il faut agir Il faut agir et maintenant. Il faut sortir des incantations, comme fait le gouvernement, en nous rappelant qu'ils ont un bilan positif. C'est trop fort, en tant que candidat. Mais c'est la vérité. Il faut peser aussi. Pas du tout, non, ce sont des incantations. Des incantations. Quand vous arrivez, la pauvreté est à 50%. C'est pas une incantation? Que ça n'a pas reculé d'un point. C'est pas une incantation. Des statistiques officielles. C'est officiel. Non, madame, non. Ce que je dis, c'est officiel. 49% et quelques. La pauvreté. Bien sûr, madame. La dette. Depuis 2016, elle a été triplée. C'est officiel. Vous avez déroulé votre programme sur le plan de la mobilisation des recettes et sur l'impact au niveau social. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour l'ensemble des Congolais? Mais madame, je vous ai dit, selon vous, dans la pauvreté? Je vous ai dit tantôt que, et j'en arrivais là, il faut que la politique marche sur ces deux jambes, l'offre et la demande. Pour ce qui est de la demande, il faut relever la consommation de notre pays. Quand vous avez un pays de pauvres, vous ne pouvez pas avoir des recettes fiscales. Ce sont des gens qui consomment, qui créent de la richesse. Et donc, pour ce faire, nous allons attribuer des allocations aux gens. Je vous ai dit, l'allocation d'autonomie pour les gens qui n'ont pas de retraite. Allocation sociale. D'autonomie pour les gens qui n'ont pas de retraite. C'est-à-dire des gens, ils sont à peu près 200 000, selon les statistiques, selon le dernier recensement de la population de 2023. 200 000 personnes globalement, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui vont avoir 63 ans, ils iront à la retraite sans avoir travaillé. De quoi vivront-ils? Ils auront une allocation que nous allons mettre en place. Nous allons créer une allocation pour les jeunes filles mères, parce que nous avons besoin d'enfants au Congo. Et faire un enfant ne doit pas déclasser nos jeunes filles. Est-ce que vous n'envisagez pas de repenser notre système de sécurité sociale? Bien sûr, voilà, bien sûr. Et la sécurité sociale aujourd'hui, elle ne doit pas être simplement ce qu'elle est aujourd'hui pour les travailleurs. Nous envisageons de créer une sécurité sociale de logement. C'est-à-dire, on va appeler ça sécurité sociale du logement. C'est-à-dire, chaque Congolais qui travaille doit pouvoir disposer d'un logement au bout de 5 ans d'activité salariée. Ça passera par un financement de l'État. Il y a un fonds de logement qui existe, madame. C'est abondé à 1 milliard par année. Ça va où? Où sont les logements sociaux? Ça n'existe pas. Nous allons récupérer ce fonds-là. Il y aura la contribution du salarié mensuel et ce fonds-là qui permettront à chaque salarié du Congo de disposer d'un logement au bout de 5 ans. Avec l'État comme garant. Sécurité sociale logement. Concernant la santé, madame. Concernant la santé, nous avons dit, nous allons créer des permanences de santé publique. Vous ne pouvez plus arriver à l'hôpital, on vous chasse parce que vous n'avez pas d'argent. Les services comme le scanner doivent être gratuits. Ça doit être à la charge de l'État, madame. Parce que c'est le rôle de l'État. Chaque Congolais a signé un contrat social avec l'État pour que celui-ci le protège, l'accompagne. C'est au nom de ça qu'il obéit à l'État. Et si un Congolais veut mourir parce qu'il manque de quoi acheter de la Nivaquine, alors le contrat social est rompu, madame. Nous allons rétablir cela. Et nous avons dit, tous ces projets que nous voulons financer, concernant notamment les allocations, bourse universelle, allocation d'autonomie, tout ça, ça nous fait à peu près 500 milliards l'année. Je vous ai montré qu'avec la TVA, on peut largement financer ça. Avec la TVA, vous pouvez mobiliser, vous serez en mesure de mobiliser et les réductions de 1000 milliards. Plus de 1000 milliards.
ainsi que le prévoit la Cour des comptes, encore une fois. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Nous sommes à la fin, presque à la fin de notre mission, M. Vivien Manango, à l'endroit des Congolais, qui sont encore dubitatifs, hein? Parce que d'aucuns vous accordent le bénéfice du doute. Non, oui, il y a bien sûr quelqu'un derrière moi, madame. C'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais. Le peuple congolais, bien sûr. Sinon, je ne serais pas là. C'est le peuple congolais qui est derrière Vivien Manango. Et que le peuple congolais, madame. Vous savez, je suis un homme autonome et indépendant. C'est seulement le peuple congolais. Bien sûr. Il n'y a pas des hommes politiques qui sont derrière. Non, madame, c'est le peuple congolais. Mais dans le peuple congolais, il peut aussi avoir des hommes politiques. C'est le peuple congolais. Vous savez, madame, je suis un homme autonome. Et je n'ai pas fait le choix de la facilité. J'étais porte-parole du président Guy Brice Parfait Kolela. J'ai démissionné en 2017. J'aurais pu rester à ses côtés, j'aurais été élu député. À Makelekele, comme nous l'avions prévu. Je suis parti. Je ne suis pas un homme qui adhère à la facilité. Si j'étais un homme de la facilité, madame, j'aurais rejoint comme beaucoup de mes collègues le Parti congolais du travail. Parce que je suis un cadre congolais, formé. Et j'ai des amis qui sont dans le gouvernement. J'ai des amis qui sont des députés. Donc j'aurais pu rejoindre, sans difficulté, j'aurais pu rejoindre. Le culte de la facilité n'existe pas, madame. Logiciel mental. Non, madame. Je vais dire aux Congolais, l'heure est grave. Notre pays est décadent. Contrairement à ce que l'on veut raconter. Notre pays est décadent. Le pays est décadent. Il faut le sauver. Et pour le sauver, il faut un renouvellement. Non pas seulement des hommes. Parce que la question, c'est pas une question d'hommes simplement. Mais d'idées, de logiciels. Madame, le plus grand mal du Congo aujourd'hui, c'est la morale. C'est la morale, madame. C'est la morale. Soyez plus explicite. Ce que j'essaie de dire, ce que j'essaie de dire, madame, ce que j'essaie de vous dire, madame, dites que le plus grand problème du Congo, c'est la morale. Oui, madame. Ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, si vous allez voir un ouvrier dans un quartier, il y a 3 chances sur 4 qu'il essaie de vous escroquer. Si vous allez au marché, il y a une chance sur 2 qu'on essaie de vous donner un prix qui est au-delà du prix initial. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a instillé dans le pays une mentalité qui est en dehors de la morale, qui est en dehors de la discipline. Et ça commence du plus bas jusqu'au plus haut. Il faut qu'on remette le pays sur les rails et sur le plan moral, parce que nous avons besoin. Vous ne pouvez pas construire un pays dans l'indiscipline. Il faut remettre le pays sur le plan moral. C'est aussi un autre chantier que vous allez faire. Nous ferons la grande loi de la moralisation du pays. La grande loi sur la moralisation publique. Envisagez-vous de créer un département à ce sujet ou de créer... Non, madame, nous sommes pour la réduction des départements. La grande loi de la moralisation sera pilotée par le ministère de la Justice. Par le ministère de la Justice. Nous n'allons pas créer des ministères supplémentaires. Madame, nous ferons un gouvernement de 15 ministres. 15 ministres. 15, mais je vous ai dit que le ministère des Finances, de l'économie, de l'industrie, du commerce sera le même. Donc vous voyez, nous allons créer un gouvernement de 15 ministres de façon paritaire, hommes-femmes, paritaire. Parce qu'il faut donner aux femmes leur place dans notre pays. Jusqu'aujourd'hui, on leur donne des ministères de figuration. Il faut, et je crois moi aux femmes. Je pense que... ministère de figuration. Oui, bien sûr. Il y a le ministère de figuration aussi au Congo. Bien sûr, ça existe. Ah bon? Oui, bien sûr. Bien sûr, madame. C'est ma première nouvelle. Mais moi, je le pense. Et je vous le dis. Je suis un sourcier. Parce que, madame, je considère qu'on peut très bien avoir une direction. Si on me dit, vous savez, il y a des pays où le ministère de la promotion de la femme n'existe pas. C'est une direction qui s'en occupe. Et ça marche très bien. Et c'est placé sous quelle tutelle de ministère? Ça peut être dans le ministère des Affaires sociales. Bien sûr. Donc, vous allez supprimer le ministère de la promotion de la femme? Je n'ai pas l'impression qu'on a plus de femmes salariées, qu'on a plus de femmes aujourd'hui, que les inégalités hommes-femmes ont été réduites. J'ai pas l'impression que depuis la loi Moebara, on ne tape plus les femmes. Les femmes ne sont plus victimes de violences conjugales. Non, madame. Mais c'est pas spécialement ce ministère-là, madame. Faut pas qu'on se focalise sur ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que il faut donner aux femmes, madame, la place, la vraie place qu'elles méritent. Non pas leur faire jouer un rôle de faire valoir. Vous comprenez, madame? Nous avons besoin. Je suis enseignant. Et je peux vous dire que depuis que j'enseigne, c'est souvent les femmes qui sont les meilleures dans mes différentes classes. Où passent-elles après? Où passent-elles après? Pourquoi après, elles sont secondaires dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat et partout? Connaissez-vous des femmes chefs d'entreprise, grandes chefs d'entreprise? J'ai vu une qu'on nous a montré, on a même dit que c'était la seule. On a fait la promotion dans un magazine il y a quelques jours. C'est pas normal, madame. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans ce pays. Où sont-elles? Dans les postes de responsabilité privées et publiques. Il faut repenser le pays, madame. Il faut repenser le pays de fond en comble. De fond en comble, madame. Il faut repenser le pays. Il faut donner à ce pays sa chance.
chance. sa chance. Un nouveau Congo est possible. Un nouveau Congo est possible. C'est par ces mots de Vivien Manangou, président Debout pour le Congo, que nous mettons fin à cet échange à bâton rompu dans le cadre de l'émission Décryptage. Merci et à la prochaine occasion.